Bonjour et bienvenue dans ce numéro 2 de la mensuelle, l'actualité du Var avec des images qui bougent et en couleur. Au sommaire, ce mois-ci, on va parler technologie. On va aller voir la société Mini Green Power qui est en train d'inventer les centrales électriques de demain. On parlera design aussi avec Patrick Jouffret, c'est lui qui a repensé l'identité du téléphérique de Toulon. On va parler voile, la Coupe de l'América arrive à Toulon en septembre et on demandera au skipper Franck Camas les enjeux de cette course mythique. Mais tout de suite, vous avez forcément vu ces affiches avec son style sorti tout droit des années 50. On part à sa rencontre sur les hauteurs de hier, c'est Monsieur Z. Kids are playing by my side and my guitar singing on the ground. I was proud and I was young. Bonjour Monsieur Z. Bonjour. C'est quoi ce pseudo en fait? Vous en aviez marre d'écrire votre nom à chaque fois? Oui, il y a un peu de ça. Ouais. En fin de compte, j'ai un nom d'origine polonaise, il est très compliqué. Alors j'en avais un plutôt marre à chaque fois de l'épeler. Donc je me suis dit Z, ça commence par un Z, ça finit par un Z. Donc c'est assez facile. D'accord. Alors on a vu vos dessins à Toulon, à Lagarde, au Pradet. C'est quoi cette nouvelle folie dans l'agglo toulonnaise d'avoir son affiche signée Monsieur Z? Alors là, je ne me l'explique même pas. En fin de compte, moi j'ai publié sur Facebook au début des images de hier et je pense que les gens se sont retrouvés et puis m'ont adopté. En fin de compte, ouais, c'est vraiment ça. Et il y a eu vraiment un engouement et ça m'a fait super plaisir, ça m'a donné envie de continuer. Et puis finalement, quand une image fonctionne et quand une idée fonctionne, on a envie de continuer. Votre inspiration, vous allez la chercher où? C'est les images des années 30, 50? L'inspiration, c'est surtout le décor dans lequel je vis. Après, il y a les codes graphiques que j'utilise pour fabriquer mes images. Et ça, c'est plutôt ma culture, c'est ce qui m'a transpercé. Ça peut être aussi bien le dessin animé de Walt Disney, les images des affiches des années 30, des années 50, le manga. En fin de compte, c'est un mix de tout ça et que je redigère et que je remets dans chacune de mes images. Alors comment vous êtes retrouvé à Toulon et dans l'agglo toulonnaise? En fin de compte, avant, j'habitais Strasbourg. Et alors le truc le plus simple, c'est de dire oh, j'en avais marre du gris, du froid. Et en fin de compte, j'avais plutôt envie de changer de vie. Et puis on a tenté, on s'est dit bon, il y a 10 ans, on a décidé de partir pour vivre ici. Et aujourd'hui, on s'en plaint pas. D'accord. Votre parcours à la base, c'est quoi, une école d'art? Oui, des arts graphiques. Au départ, j'ai fait Estienne, c'est une école d'art graphique à Paris. Après, j'ai été directeur artistique dans les agences de pub. J'ai travaillé pour RSCG, BDDP, pour des grandes puis des petites agences aussi. À la suite de ça, je me reprends mes études. À ce moment-là, je passe un DESS en images de synthèse. C'est à l'époque du Toy Story, les premiers films. C'était nouveau. Et c'est un peu compliqué pour pouvoir faire de l'image de synthèse comme ça dans les années 90. Moi, je me mets à mon compte en tant qu'illustrateur. Et là, une première campagne de pub, c'est pour Quick, je crois. Ça marche super bien. Les gens aiment beaucoup. Le client est très content. Et je trouve un agent à Paris qui me contacte. Il me propose de travailler dans son équipe. Il crée même une nouvelle agence qui s'appelle Agence 02. Depuis, c'est mon ami et mon agent depuis 18 ans. Après, c'est la vie qui fait son chemin, et puis d'une campagne à l'autre, d'un dessin à l'autre. Voilà, donc, Et le film d'animation, c'est quelque chose que vous avez pratiqué aussi? Alors j'ai commencé ça aussi, c'est vraiment du hasard. J'ai rencontré quelqu'un qui s'occupait du développement chez Xilam. C'est une boîte d'animation à Paris. Ils ont fait Guy les cafards et les zinzins de l'espace. Ils m'ont proposé de travailler sur un nouveau projet. On a créé Rats avec Eric et Ramsey, les voix. Ça a super bien marché. Après, je me suis lancé à la recherche d'un producteur pour pouvoir faire un long métrage. Alors là, je viens d'apprendre que ça ne va pas fonctionner, c'est un peu dommage, mais je ne désespère pas. Alors que ce soit les marques, que ce soit les villes, que ce soit les territoires, il y a un retour du dessin dans la communication aujourd'hui. Tant mieux parce que vous en vivez. Et comment ça s'explique cette tendance? Je n'ai pas forcément d'explication, mais l'illustration, si elle renvoie à des codes, de la nostalgie, à des souvenirs, ça fonctionne très bien. Et je pense aussi que la nouvelle génération est très habituée, ils ont mangé beaucoup de dessins animés, ils ont une culture beaucoup plus visuelle que nos aînés, donc forcément elle est alimentée. Donc comme il y a une envie, il y a un besoin,
Et puis il y a de plus en plus d'illustrateurs et de graphistes aussi sur le marché, donc forcément il y aura forcément plus d'images, il y a plus d'écrans, plus de personnes, plus d'images, quoi. D'accord. Le travail de Monsieur Z, ça se passe comment? Ça commence au crayon, ça commence tout de suite sur un ordinateur? Alors ça dépend. En général c'est plutôt d'abord au crayon. Je fais un croquis, un sketch comme on dit, un croquis et je le scanne, où je place les volumes, le cadrage, la composition. Et après je scanne et sur mon ordi, ouais, je reprends tout. Et si en pleine séance vous vous retrouvez en panne de courant, on fait comment? Bonne question. Alors l'avantage c'est d'être de la vieille école parce qu'on reprend ses crayons de couleur et son critérium, ses crayons de couleur, sa gomme et puis on se remet à écrire, sinon on est malheureux, quoi. Bon, c'était une transition un peu poussive pour le prochain sujet. On va aller voir un inventeur un peu fou, il est à hier, il est en train de lancer des centrales électriques d'un genre nouveau. On y va, on se retrouve après. Bonjour Jean-Henri Yondel, on est chez Mini Green Power. À hier, vous développez des centrales électriques à base de biomasse. D'abord, la biomasse, c'est quoi? La biomasse, ce sont des résidus végétaux qui ne sont pas valorisés aujourd'hui. Par exemple, ça, ce sont des résidus de palettes, en fait, broyées, qui n'ont plus d'application, qui sont pleines de clous, qu'on a broyées et on peut faire de l'énergie. Ça peut être aussi des résidus d'arbres. Quand vous utilisez un arbre pour faire du papier, par exemple, il y a 30% qui reste par terre, qui n'est pas valorisé aujourd'hui. Nous, ces 30%-là, on s'y intéresse, on peut le transformer en énergie, chaleur ou électricité. Et avec les cendres, on remet dans la forêt, on remet pour faire du compost. D'accord, c'est l'économie circulaire, zéro déchet, on recycle tout, on réutilise tout? Absolument, on réutilise tout, on recycle tout, on se bat contre le gaspillage. Et nous, on pense qu'on peut faire de l'énergie à partir de résidus trouvés localement pour faire une production d'énergie, chaleur ou électrique, utilisée localement. D'accord, ça fait 1 an que vous développez votre prototype de centrale. Vous en êtes où sur le développement de cette centrale? Là, on est très fiers. La première centrale a démarré cette semaine et ça marche, on produit depuis quelques jours. La centrale numéro 2 est en construction et sera terminée probablement fin mars. On va produire de l'énergie électrique sur le réseau la semaine prochaine. Là, pour le moment, on produit de la chaleur. On atteint les objectifs qu'on s'était fixés il y a 1 an. Voilà. Alors ces centrales, à terme, elles peuvent être utilisées pour quel genre d'application? Donc différents types d'applications. L'application la plus simple, c'est le réseau de chaleur. Avec une centrale comme ça, on peut chauffer à peu près 500 logements et remplacer donc des chaudières au fioul ou au gaz par cette centrale qui tourne aux déchets, aux résidus végétaux. Mais on peut aussi fabriquer de l'énergie électrique, comme je vous l'ai expliqué. On peut également fabriquer du froid. Donc l'application finalement la plus complète qu'on développe aussi, c'est la trigénération. On peut fabriquer à la fois de l'électricité, du froid et de la chaleur. Et selon l'heure de la journée ou selon la saison, en fonction du besoin du client, on va produire plutôt une source d'énergie plutôt qu'une autre. D'accord, donc vous fabriquez de l'énergie à partir d'une matière première qui ne coûte rien, qui est dans la nature, qui est abandonnée. Vous êtes déjà dans l'après-pétrole? Oui, on se projette vraiment dans l'après-pétrole. Non seulement le pétrole qui fabrique l'énergie, mais on veut aussi diminuer le pétrole qui sert à alimenter le transport et les camions. Par exemple, dans le cas des boues des stations d'épuration, 9 millions de tonnes de boues sont transportées chaque année et il y a 80% d'eau dans ces boues. Eh bien, notre centrale peut sécher les boues avant de les transporter et ça veut dire que 75% des transports pourront être évités et donc 75% de la pollution générée par les camions pourrait être évitée. Alors comment vous est venue l'idée de développer ce genre d'outil? Alors moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'énergie. J'ai été expert pour démarrer les plus grosses centrales électriques du monde et j'ai voulu chercher du sens à ce que je faisais. Et donc je me suis dit, la compétence que j'ai acquise au fil de ces 20 dernières années, eh bien, je préférais la mettre au service de quelque chose qui a plus de sens pour moi et pour l'homme en général. Une dernière chose, vous êtes en période de levée de fonds? Oui, en effet, on lève des fonds auprès du grand public en crowdfunding, mais on cherche aussi des industriels
pour nous permettre de finir la mise au point de nos centrales ou alors des industriels pour tester nos centrales. Donc à bon entendeur, salut. On va relayer tout ça et on va suivre votre aventure de près. Merci. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, cette aventure de Mini Green Power? Bah, ça me donne le power, hein. C'est incroyable. Alors, il y a un endroit qui vous a inspiré à Toulon, c'est le téléphérique. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette petite cabine rouge? En fin de compte, c'est sa singularité, puisque je crois que Toulon fait partie des seules villes avec Rio qui ont un téléphérique en étant au bord de mer. Donc c'est vraiment incroyable. Donc forcément, ça m'a interpellé et j'avais envie de le dessiner. Ouais. On va y aller au téléphérique, on va aller rencontrer Patrick Jouffret, il est designer et c'est lui justement qui a réinventé toute l'identité graphique du téléphérique. On y va. Ok, on y va. Bonjour Patrick Jouffret, on est dans la cabine rouge du téléphérique du Pharon. C'est un endroit que vous connaissiez bien parce que vous avez redessiné son identité graphique. Oui, tout à fait. Alors, disons que c'est un travail que j'ai mené avec l'architecte Loïc Gestin depuis 2009. Et on a travaillé sur l'identité graphique, mais au départ c'était la signalétique du lieu. Donc indiquer le cheminement. Et de là, on a travaillé sur un parcours global qui nous a permis de faire redécouvrir un petit peu Toulon, puisqu'en fait là, c'est une montée qui permet surtout d'admirer la vue que vous avez là, et d'utiliser en fait la signalétique pour éveiller la curiosité des visiteurs sur l'histoire de Toulon, sur les différents sites remarquables, à la fois sur des sites qui sont déjà un petit peu connus, mais aussi sur des épisodes de l'histoire de Toulon, comme Django Reinhardt qui a découvert le jazz à Toulon. Donc vous pouvez voir sa guitare en frise dans la coursive en montant. Voilà. D'accord. Et vous êtes aussi en train de redessiner les futures cabines qui seront remplacées en 2017 ? C'est exact. En fait, on a un travail global. On a la chance d'avoir cette opportunité. Donc l'idée sur un site remarquable comme celui-ci, c'est vraiment de respecter la dimension historique, émotionnelle de l'objet. Si on les redessine, c'est pas juste pour le plaisir des yeux, parce qu'elles sont, je trouve très belles, mais c'est vraiment pour améliorer la sécurité, améliorer les conditions de travail, améliorer le confort, améliorer la vision aussi. Donc là, je peux pas trop en dire sur leur design, mais ce que je peux dire, c'est qu'il sera dans le respect total du patrimoine. En fait. Est-ce qu'il y a un bâtiment, un établissement à Toulon que vous rêveriez de redesigner, de repenser, de reconcevoir ? Alors oui, il y en a un en fait depuis le début que je trouve vraiment incroyable. C'est le bâtiment qui est juste en face de la Tour Royale, qui est désaffecté, qui contraste complètement avec l'architecture. C'est le bâtiment qui est au bout de la jetée, de la grande digue. Ouais, c'est ça. Donc dans mes petites expériences de navigateur que j'ai tenté au club de voile, j'ai pu passer à côté et puis l'admirer. Je pense que c'est vraiment un bâtiment qui fait rêver beaucoup de monde, qui est assez énigmatique. Et vous en feriez quoi ? Un lieu d'échange, de concerts, d'expos, restaurants, pour boire un coup, c'est fabuleux, quoi. Voilà. Vous parliez d'expérience de navigateur. Vous êtes au courant que la Coupe de l'América fait étape à Toulon, oui, tout à fait. Début septembre. C'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un spectacle que vous irez voir ? Absolument, ouais. En particulier moi pour le travail sur les coques, puisque je travaille aussi beaucoup dans le domaine du carbone, du composite, pour la marque Look, sur les vélos de compétition. Donc c'est la relation de l'objet, des éléments, de la performance, c'est vraiment un des axes de mon travail depuis le début, quoi. D'accord, on va aller rencontrer Franck Camas, le skipper de Groupama Team France, qui nous explique un peu les enjeux de la course. Merci Patrick Jouffret. Merci. Au revoir. Franck, la rade de Toulon, c'est un plan d'eau sur lequel vous avez déjà navigué ? J'ai navigué un petit peu, j'ai fait une arrivée de Tour de France à la voile, notamment ici, victorieuse. Donc c'est un plan d'eau qui me porte chance pour l'instant. Et puis c'est surtout un stade nautique très très protégé qui permet à nos bateaux de la Coupe américaine de naviguer sereinement. Parce que comme on vole maintenant au-dessus de l'eau, il faut avoir un plan d'eau très très plat. Et du vent et du relief pour pouvoir observer les régates de l'extérieur aussi. Et tout est réuni ici et il n'y a pas beaucoup de rades
en Europe qui sont comme ça. Le plan d'eau régate est très resserré, c'est un mouchoir de poche. Oui, c'est ça, c'est 1500 mètres de long sur 600 mètres de large, donc c'est très très resserré. Le but c'est qu'il se passe beaucoup d'actions en très peu de temps. Les régates c'est 20 minutes et aussi le but c'est que le public, que ça soit très très proche de côte et que le public puisse voir les bateaux manœuvrer, puisse parfois entendre les équipiers parler sur le bateau et voilà, c'est pour ça que c'est aussi restreint. D'accord. Et la ferveur populaire, le succès, l'engouement, c'est aussi une des clés du projet Groupama, c'est de faire médiatiser ce projet, que la France se l'approprie, c'est un peu Oui, que l'engouement du public augmente autour de la Coupe de l'América. C'est vrai que la Coupe de l'América elle a bien changé ces dernières années, mais ce n'est pas encore entré ou montré au public français. Donc en tant que team national et en tant qu'équipe de France, on veut évidemment prouver que c'est le cas. Et en faisant ce genre d'épreuve ici en France, on va le démontrer. Pour la région, la Coupe, c'est l'excellence, c'est le dynamisme, c'est ce qui se fait de mieux au monde. Et je pense que pour le tissu économique, c'est vraiment un vecteur de chance de pouvoir accueillir cette épreuve, même si on est très tard. En termes d'organisation, il faut aller très très vite. Mais c'est une vraie chance de pouvoir avoir ça sur leur territoire, quoi.